Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Judith Chen et réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Quelle comédie, le podcast de la Comédie Française qui chaque semaine jette un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de cette belle maison. Alors à l'affiche aujourd'hui, une comédie vive, spirituelle, élégante, tout en jeu de mots subtils, en rebondissements rusés. Une œuvre à la croisée du classicisme et du baroque, Le Menteur, de Pierre Corneille. Pièce en 5 actes, qui est librement inspirée de la comédie de Juan Ruiz de Alarcón, La vérité suspecte. Un titre que Corneille simplifie d'une certaine façon, peut-être, en 1644, lorsqu'il crée donc Le Menteur. Aujourd'hui, cette pièce peut-être est moins représentée que l'illusion comique, par exemple, du même Corneille, et pourtant, la verve de ces pages obtient du public un large succès, ceci depuis même Jodelet, ce grand comédien de la troupe de Molière, qui a interprété le rôle de Cliton, le valet de Dorante. Le Menteur est aujourd'hui même filmé par Clément Gobert en Théâtre à la table, une session dirigée par Céliane Brahim, qui sera diffusée sur le site de la Comédie Française le 24 avril à 20h30, alors soyez au rendez-vous. On va beaucoup rire et, chers lycéens, cette œuvre étant au programme de votre bac français, évidemment, ouvrez grand les yeux, les oreilles. Pour parler de cette comédie ce matin, j'ai la joie d'être en compagnie d'Édith Proust. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pensionnaire de la troupe depuis un an tout pile. Oui. Presque. Oui. Hein, c'était le 2 avril, oui. On y est. Oui. Et Didier Sandre, bonjour. Vous êtes depuis hier aussi dans la troupe, 536e sociétaire. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être là. Je disais qu'on va aller rire, mais de quel rire? Parce que ce n'est pas une farce, ce Menteur. Il n'y a pas de personnage, par exemple, ridicule, comme il pouvait y avoir dans la farce, le bouffon, le parasite. C'est un autre rire. Enfin, vous avez dit beaucoup de choses sur la pièce. On peut tout détailler. Oui, c'est vrai. Non, ce qui est très intéressant, c'est pour moi, en tout cas, c'est que c'est un peu une charnière, ce type de comédie entre le théâtre de la fin du XVIe siècle et la comédie classique vraiment qu'il y aura 40 ans plus tard avec Molière. Et donc, l'esprit baroque dont vous parlez, c'était évidemment, il y a un langage, il y a une unité de lieu. Mais ce sont plusieurs lieux, c'est aussi les Tuileries et la place Royale, c'est pas uniquement un salon ou bon. Il y a un langage extrêmement fleuri et la séduction entre les jeunes premiers, par exemple, entre les histoires d'amour, se font par joutes oratoires. Plus que par des mignardises et des déclarations d'amour ou des secrets. C'est des joutes oratoires qui s'adressent un peu comme dans Shakespeare, dans Beaucoup de bruit pour rien ou Peine d'amour perdue, où l'amour s'exerce en joute, en conflit comme ça, en rivalité entre hommes et femmes. Et donc les femmes sont pas du tout, les jeunes filles sont pas du tout les jeunes premières niaises et un peu mignardes, que c'est des vraies femmes quoi, qui se positionnent vis-à-vis des hommes, le pouvoir des hommes et tout, et qui ferraillent. Ça, c'est chouette. Non, je sais pas, Après, bon, moi, je parlais de mon personnage, Géronte. Le père. Le père, donc, qui là aussi hérite de valeurs humanistes qui seront perdues dans les pères de Molière. Il n'a rien d'Harpagon, il n'a rien du Géronte des Fourberies de Scapin. C'est un père tolérant, c'est un père ouvert, qui aime son fils, qui n'oublie pas ses intérêts non plus, parce qu'il est pressé de le marier pour avoir des petits-enfants, parce qu'au cas où il arriverait un malheur à son fils, il voudrait une petite nichée de petits-enfants pour pouvoir s'occuper de sa vieillesse. C'est assez marrant.
Mais rien à voir donc avec le despotisme, la colère, l'avarice. Non, parce qu'il y a une sorte de vulnérabilité émotionnelle chez ce Géronte. C'est ça. Et dans la dernière partie, dans le dernier acte, il y a vraiment des réminiscences du Don Diègue, c'est-à-dire... Ah bah oui, aux vieillesses faciles, aux jeunesses impudentes. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est très... On va revenir justement, je trouve, parce que c'est très intéressant de voir cette espèce de frottement comme ça, en effet, avec le Cid, parce qu'il y a aussi dans le récit de Dorante, quand il parle de sa bataille en Allemagne, il y a aussi quelque chose de Rodrigue qu'on entend. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est la question du ton et qu'est-ce qu'on y met. C'est une pièce qui est en alexandrin. Mais peut-être avant, Edith, nous présenter votre personnage, le personnage de Clarisse. Didier nous disait que c'était des femmes, en effet, femmes, quoi, pas juste des jeunes amoureuses légères et très rusées, non ? Oui, oui. Il y a donc Clarisse, c'est mon personnage, en tout cas pour cette lecture, qui est promise à Alcippe. Mais ça fait 2 ans que durent ces engagements, rien ne se concrétise. Et elle rencontre Dorante au Palais Royal. Et dans cette rencontre très rapide, il y a une joute oratoire qui permet aux 2 personnages de se rencontrer aussi de manière intellectuelle. Un amour intellectuel, une séduction aussi à travers les mots. À égal. Et c'est vrai que c'est des femmes, ce sont des personnages féminins qui s'imposent par leurs paroles et qui vont aussi utiliser, non pas du mensonge comme le menteur, mais qui vont utiliser de la vérité, qui vont truquer la vérité. C'est-à-dire que j'ai l'impression que on aborde la question du mensonge à plusieurs niveaux. Il y a celui qui ment et qui va très loin dans le mensonge et qui se laisse bercer par lui-même dans les mots. Et il y a les femmes, peut-être aussi dans une problématique au pouvoir, un rapport au pouvoir, qui ne mentent pas, mais qui ne disent pas la vérité. Et ça aussi, c'est une manière de survie. Un jeu des apparences quand aussi. On est face au pouvoir. Ouais. Oui. Mais sans mentir. Oui, c'est aussi cette chose très très fine entre l'illusion, la réalité, l'apparence, qu'est-ce qu'on y met derrière. Il y a ça chez ces personnages. Et c'est vrai, ce langage, c'est quand même quelque chose de singulier, parce que par exemple, je notais qu'il y avait le mot incognito qui à l'époque fait juste son entrée dans le dictionnaire. Oui. Donc c'est aussi un langage très, très moderne, en effet, très châtié, très fleuri, vous le disiez, mais aussi très moderne. Quel plaisir il y a, justement, à dire véritablement ces vers. Alors pour moi j'ai la sensation qu'il faut avoir... Ça demande du temps pour avoir du plaisir à dire ces vers. Parce qu'il y a tout un temps d'essayer de comprendre déjà la phrase et la rendre intelligible le plus possible. Et ça met un certain temps. Je pense qu'on commence à peine à le dépasser. Et encore, vraiment, il y a des vers, je pense qu'on ne saisit pas entièrement encore le sens. Mais en revanche, ce qui est curieux, c'est qu'une fois que l'acteur a vraiment saisi le sens, pour la personne qui écoute, ça devient très clair. Ça fait quand bien même ce sont des mots d'une autre époque, un vocabulaire d'un autre temps, on saisit. Et alors arrive l'humour, qui est brillant, et qui est un humour du mot, mais aussi un humour de situation, où le père est, par exemple, moi je trouve le père Géronte bouleversant, parce que pour une fois c'est un père qui est aimant, qui croit son fils, et c'en est plus que cruel, c'est un humour aussi cruel. Voilà. Mais je trouve que ça met du temps à devenir un plaisir, mais comme tous les vers, souvent la langue versifiée, une fois que c'est là, le plaisir y est d'autant plus grand. Mais c'est vrai que par rapport à la comédie classique, disons de plusieurs décennies plus tard, ce langage fleuri dont vous parliez aussi est assorti d'un goût de la rhétorique. C'est-à-dire que dans les joutes oratoires, je veux dire, ce sont des arguments contre arguments. Ça ferraille avec les mots. Et donc, du coup, dans ce langage, la syntaxe est un peu bousculée, beaucoup moins polissée que dans les alexandrins ultérieurs. Et c'est ça la difficulté, parce qu'il y a parfois le sens est un peu obscurci
par la forme. Donc pour nous, acteurs, évidemment, il faut qu'on retrouve le sens et le fond pour que la forme n'occulte pas ça. Il y a une chose que je voudrais dire, qui m'a turlupiné, et donc je pense que ça peut intéresser les spectateurs, il est question beaucoup de Poitiers. Je me dis, mais qu'est-ce que vient faire Poitiers Poitiers dans une comédie du début du XVIIe siècle. Mais en fait, Poitiers était une des plus grandes universités françaises, à l'égal de Montpellier et de Toulouse. Beaucoup de facultés, la théologie, les arts, les lettres, la médecine, le droit commun, le droit civil, etc. Le droit civil qui n'était pas enseigné à Paris, dans la faculté de Paris. Donc, on envoyait à Poitiers et c'est pour ça qu'à un moment donné, je dis, vous avez consulté le digeste, etc. Donc, c'est les registres de droit civil qui n'étaient pas accessibles à Paris. Voilà, j'étais tout content de me poser une question et de trouver la réponse. Et de trouver la réponse, voilà. Et donc, ça veut dire que quand même, on se réfère au top du top de la pensée, de l'analyse du langage, etc. Voilà, à Poitiers. À Poitiers. Oui, puis ça raconte aussi quelque part quelque chose qui est toujours, je pense, aussi d'actualité. Quand une jeune personne vient de province et arrive à Paris, comment elle se comporte face à Paris, la beauté des immeubles, dont il parle avec Géronte, d'ailleurs, son père, mais le code, comment être, comment se comporter. Et donc le mensonge naît de là, d'un sentiment aussi d'être inadéquat, de venir de province, de Poitiers, d'être un étudiant et non pas un guerrier. De s'inventer une vie. Oui, le palais cardinal dont il est question, comme ça, que Géronte fait admirer à son fils, en fait, on en occupe une partie, nous. C'est ici, c'est oui, j'ai pensé, je me suis dit que vous étiez chez vous, entre les Tuileries et le Palais Royal. Donc, c'est assez marrant de ce Paris en pleine transformation classique, quoi, en pleine... il dit tout le pré au clair est en train d'être rebâti, etc. Exactement comme le baron Haussmann a restructuré Paris au XIXe siècle. Il y a encore une chose que je voudrais dire par rapport au mensonge, le menteur, le mensonge, etc. Évidemment, c'est entaché de vices et de tromperies et de vilainie. Et en fait, moi, je trouve que c'est le pouvoir de l'imagination. C'est aussi ne pas se satisfaire du réel, ne pas se satisfaire du quotidien, etc. C'est le plaisir qu'on a à inventer, à raconter des histoires, etc. Et je pensais à Géronte, écoutant son fils raconter des histoires, le plaisir qu'il avait aussi... Même quand il était petit, il racontait toujours des histoires, etc. Échapper au réel, échapper à la réalité pour la construction des images, pour la construction de la fantaisie, d'une autre réalité, etc. Je trouve que ça a beaucoup de charme et ce n'est pas forcément un péché ou une vilainie que d'être menteur. Mais c'est d'ailleurs pas forcément condamné par le texte. Non, pas du C'est ça qui est intéressant aussi. Il n'y a pas cette morale qui oui. vient mettre un saut comme ça final en disant... Ouais, parce que je crois que dans la théorie d'Aristote sur le théâtre, les personnages principaux ne devaient pas être entachés de noirceur et de vice. Voilà, donc c'est pourquoi on associe toujours au menteur quelque chose de vicieux, du péché, etc. Alors que pour moi, c'est juste l'imaginaire, la fantaisie et nous, acteurs, je veux dire, si on est acteur, c'est aussi pour raconter des histoires. Mais d'ailleurs, c'est presque ce que vous dites, Didier, ça me fait quand même penser... quand on disait que cette œuvre, elle est baroque à plus d'un titre, elle est aussi baroque peut-être dans le théâtre, parce qu'il y a une forme de figure du dramaturge, finalement, chez Dorante, oui. cette invention permanente. Ah, oui. C'est ça aussi, oui, c'est le théâtre. Moi, j'adore. Et c'est aussi ce qui a vocation, en effet, à remplacer la réalité par la feinte, à rêver d'un autre monde. Moi, je sais que quand j'étais petit, on disait que j'étais un enfant imaginatif. Après, adolescent, on m'a dit que j'étais menteur. Et un peu plus tard, que j'étais affabulateur. C'est-à-dire que le rapport au réel, je veux dire, au départ, quand on est enfant, c'est merveilleux.
Quand on commence à approcher de l'âge adulte, l'imaginaire, l'imagination et tout ça, on n'est plus dubitatif. Et alors, quand on est adulte et qu'on raconte des tas d'histoires, on est pris pour un imposteur, un malade mental, etc. quoi. Et finalement, n'est-ce pas, la chose enivrante, la liberté, c'est ce que dit Carmen. C'est vrai que c'est ça aussi. Hein. C'est la liberté de pouvoir inventer de tous les mondes. Carmen. Quand vous avez pensé à cette interaction avec Don Diego, c'est vrai, à cette scène 2 de l'acte 5, et je vous ai dit, j'aimerais bien qu'on revienne sur le ton. Est-ce que dans ces cas-là, il y a aussi un plaisir du jeu, c'est-à-dire quand on se retrouve dans cette tirade qui a clairement une musique qui nous fait penser à autre chose, tout un autre contexte, est-ce qu'on l'a dit différemment? Est-ce qu'on se laisse porter aussi par le vers différemment? Moi, je ne me laisse jamais porter par la musique du vers. Contrairement aux chanteurs qui peuvent se laisser aller complètement à l'écriture des notes sur une partition, nous, il faut Moi, je cherche le sens. La musique, elle vient la musique du vers, de l'alexandrin, elle vient en surplus, mais elle ne doit pas occulter le rapport qu'on a au sens. Je trouve que l'alchimie discrète et qu'on doit rendre invisible, c'est ce mariage entre la forme, donc la musicalité, la forme alexandrine, et puis le sens qu'on a à transmettre du personnage et du rapport qu'il a au partenaire, enfin, là en l'occurrence avec son fils. La musicalité du vers, c'est en plus, quoi. Parce que ce qui a fait le théâtre classique si ennuyeux au collège, au lycée et dans les cours d'art dramatique, souvent, je veux dire, c'est cette façon d'aborder la musique du vers comme un ronron insupportable qui ennuie, qui endort, et on ne sait plus de quoi ça parle. Bah oui. On ne sait plus de quoi ça parle. Nous, les acteurs... Ce que disait Edith, hein, c'est d'abord le sens et que ça me prend du temps, concret, en fait. Quoi, le concret du langage. Et sur le rythme, alors comment est-ce que... je reste sur la musique, non, mais justement, le rythme de la comédie, c'est-à-dire tous ces quiproquos, toutes ces choses qui s'enchassent, ça va très vite. Comment vous avez répété pendant une semaine ce théâtre à la table qui est donc enregistré cet après-midi. C'est Suliane Brahim qui est à la direction artistique de cet enregistrement. Comment vous avez travaillé ce rythme-là? Vous baissez les yeux et dites... Non, je réfléchis. Vraiment par couche. J'ai la sensation que Suliane nous a emmenés quelque part à nous libérer énormément de la forme du vers, tout en le respectant, mais c'était pas une question. Elle n'a pas abordé le travail du texte par l'alexandrin. Par la plastique. Par la plastique, jamais. Donc, elle nous a un peu encouragés, sans le dire, à nous libérer de ça, et dans la situation et le sens, et donc à nous amuser le plus possible. Sauf que pour que la comédie soit comique et que la situation fonctionne, dans la rapidité, dans le rythme imposé par la comédie, il faut être tellement précis avec le sens. Et encore une fois, je pense qu'on commence à peine à aborder cette question du rythme qui met du temps à se trouver, en fait. Ça met beaucoup de temps. La comédie, c'est difficile. C'est sûr que pour des comédies comme Le Menteur... On sent très bien la nécessité d'un travail beaucoup plus approfondi et que là, on effleure. On effleure, c'est une lecture, donc il y a par moment, tout d'un coup, on aura peut-être une approche du rêve qu'on aurait de la réalisation, mais c'est sûr que c'est une lecture et que c'est une proposition assez modeste qui doit enflammer un peu l'imagination et servir de tremplin, mais ça fait rêver d'un travail évidemment beaucoup plus approfondi, comme on le fait d'habitude au théâtre, c'est-à-dire des semaines de répétition, avec des semaines de travail sur la langue, sur la forme, sur le concret, sur le style, sur tout ça. Là, en une semaine, un service par jour de 4 heures, c'est pas suffisant. On se jette un peu. Et ce que je trouve assez amusant aussi, c'est parfois, en tout cas moi, on va jouer la scène et tout d'un coup, il va y avoir le recul de se dire, attends, où est-ce qu'on ment
où est-ce qu'on dit la vérité? C'est quoi le quiproquo déjà? Et souvent, on doit se dire, non, mais de quel personnage on parle? Ah oui, non, en fait, là, je suis un tel, pense ça, je pense ça. Et régulièrement, il faut qu'on se remette au clair avec la situation et les différents niveaux de fantasmes et de mensonges qu'il y a eu. Quel personnage est au courant de quoi? Sans cesse. Parce qu'aucun des personnages ne sont au courant de la même chose. Oui. Oui, et en fait, tout le monde, alors vous le précisiez, ment ou en tout cas se complaît à ne pas trop dire la vérité, enfin voilà, Oui. mais tout le monde en Et fait. donc, il faut vraiment être au clair. Mais moi, je trouve que pour l'acteur, c'est fantastique parce qu'une fois qu'on est au clair sur de quoi mon personnage est au courant, de quoi l'acteur est au courant, et que l'acteur ne doit pas jouer. Comment jouer l'ignorance? Comment montrer un personnage qui ne sait pas, qui est dupe? Et ça, une fois qu'on y est, c'est fantastique. Mais ça demande du temps. Et vous avez un personnage, vous fonctionnez évidemment beaucoup en binôme avec le fils, ça c'est sûr. Vos deux personnages n'interagissent pas, je crois. Une fois. Peut-être Une fois parce que, mais ils sont tous les deux en centraux. principe, elle est prévue, Géronte propose à Clarisse d'épouser Dorante, alors que Dorante, lui, a une visée sur Lucrèce. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est Lucrèce. Il y a quelque chose d'un peu, alors c'est pas janusien entre Lucrèce et Clarisse, mais enfin voilà, ces deux personnages qui sont prises l'une pour l'autre, qui se jouent finalement aussi d'être l'une pour l'autre. Lucrèce qui est jouée par Morgane Réal. Oui. C'est un peu... moi, ça m'a fait penser, en voyant les répétitions, à Don Juan, Charlotte et Mathurine. Je veux dire, c'est un peu comme ça. Je ne sais pas si c'est... Parce que c'est tiré du théâtre espagnol de la même façon que Don Juan. Oui. Don Juan aussi. Donc, je ne sais pas si c'est des situations récurrentes dans un type de théâtre baroque espagnol. Et Dorante, on ne l'a pas dit, c'est Jean Chevalier, cité quand même la troupe Cliton, Nicolas Chupin, Isabelle Daniel Lebrun, Alcippe Gabriel Draper, Sabine Rachel Collignon et Philiste Melchior Burin Desrosiers. Voilà, ça c'est toute la troupe qu'on va pouvoir découvrir le 24. C'est du théâtre à la table, alors on l'a dit, ça nécessite donc d'aborder un texte moins en profondeur qu'on le fait quand il y a une vraie production, etc. Mais c'est aussi à la table. Et donc c'est toujours la question du corps qui existe, mais moins aussi évidemment que dans une mise en scène. Est-ce que dans ce registre comique qui va vite, est-ce qu'on se sent amputé de quelque chose? Est-ce qu'on aurait envie d'être peut-être... plus sur ses pattes? Ah bah, j'ai la sensation que Suliane nous permet de commencer à utiliser un minimum le corps. Une esquisse. Oui, on n'est pas figé comme ça. Je veux dire, on est comme. Elle a aussi beaucoup insisté sur les pieds. C'est-à-dire, elle filme les pieds, les pieds en couleur. Je veux dire, les filles ont des chaussures de couleurs différentes et elle va filmer nos pieds sous la table, enfin, qui passent par la table. Et ce qui fait que les croisements de pieds, le corps, évidemment, est contraint par la situation de lecture à la table. Mais enfin, il vit quand même. Clarisse, à un moment donné, les scènes à la fenêtre, par exemple, comme dans Goldoni, sur la place royale, il y a un pot de fleurs et elle se penche par-dessus, elle fait tomber quelque chose. Enfin, le corps n'est pas totalement passif, il n'est pas aussi libre que sur une scène après des heures de répétition. Mais enfin, il n'est pas totalement absent non plus, on n'est pas le nez dans la brochure. Voilà. Et d'ailleurs, le menteur, Dorante, lui, n'est jamais à la table. Il est assis au milieu? Non, Le dispositif, c'est une espèce de fer à cheval, comme ça, et qui a été défini... Je t'ai coupé? Non. Qui a été défini un peu comme la chambre, comme le creuset, comme là où tout s'invente, etc. Et au moment où il a à intervenir avec les autres, il est un pupitre, un peu comme un chanteur, comme un récitant, comme un... Comment on appelle ça en musique? Un soliste. Ah oui. Vous allez m'aider, Judith. Non, mais Chen. si... le récitant dans les mélodrames, etc. Mais sinon, le soliste... Oui, le soliste, c'est ouais. ça, comme un soliste qui fait son aria, quoi, qui chante ses airs. Ouais. C'est un peu... Donc, tout d'un coup, projecteur... Oui.
braqué sur Oui. celui qui raconte et qui nous emmène dans son monde. C'est une pièce qui est au programme, je le disais, du bac français, 1644. Vous sentez à quel point ça peut parler aussi aujourd'hui, toujours, aux étudiants? Oh ben oui. Alors, personnellement, je dirais que ça me parle plus que les fourberies de Scapin. Franchement, je trouve que les situations, les personnages ont beaucoup plus de richesse, sont beaucoup moins monolithiques, sont beaucoup moins symétriques, etc. Il y a une liberté de ton, une liberté qu'on ne trouve plus dans les comédies ultérieures. Il y a une jubilation de l'invention. Une jubilation comme ça, un plaisir fou. Et aussi, bizarrement, on parlait de langage fleuri, etc. Mais quelque part, il y a aussi une simplicité, je trouve. Il y a aussi quelque chose d'assez direct, malgré tout, qu'il faut essayer de retrouver à travers la langue. Mais dans la fabrication, disons, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus direct, beaucoup moins tordu que dans les jeunes premiers des Fourberies de Scapin. Enfin, je parle de Scapin parce que je la connais bien et que je l'ai beaucoup joué. Oui. Oui, ça, ce sera 40 ans plus tard. Oui. Ouais. Exactement. Donc, ça préfigure aussi. Puis il est question de jeunes personnages aussi, de jeunes personnes. Je pense qu'ils doivent avoir 18 ans, 17 ans. La rencontre homme-femme. Et puis cette question sans cesse, plus il ment, plus on se demande mais comment est-ce qu'il va s'en sortir? Et il y arrive toujours. Oui, je Pas laisse mal. le suspense. En tout cas, il est très fort. En tout cas, il est très fort. Mais évidemment, c'est quand même comme j'ai la chance d'être avec vous ce matin, qu'on parlait de baroque. Vous allez me dire c'est tiré par les cheveux, mais enfin quand même, vous êtes tous les deux dans Le Soulier, qui est une pièce aussi, qu'on pourrait dire baroque à plein d'endroits. Oui. Et on a appris que vous alliez jouer dans la cour d'honneur au Festival d'Avignon. Et je me demandais, voilà, quelle émotion c'était pour vous deux. Et pour vous, peut-être aussi, Didier. C'est forcément très différent. Bah oui, Bah, bien je sûr. pense Pour que c'est Edith très et pour différent. moi, ouais. Bah oui. C'est la première fois. Pour moi, ce sera la première fois. Voilà. Donc oui, forcément, je me suis toujours dit, est-ce qu'un jour j'aurai le droit de dire un texte sur cette scène? Le théâtre à l'air libre, c'est quand même toute une autre force, une ampleur. On joue de nuit, il y a le soleil qui se lève. C'est incroyable. C'est comme si on donne toutes les chances au théâtre de réussir. Donc pour moi, oui, c'est extraordinaire. Oui, c'est ma première fois. Oui, je pense pour moi, ça, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est forcément une émotion d'avoir joué Rodrigue et particulièrement la 5e journée au petit jour, quand les martinets recommençaient à tourner à l'intérieur, etc., et que moi j'étais épuisé par les 11 heures de spectacle, etc., quand je sais que quand Loïc Corbery, qui est avignonnais d'origine, m'a envoyé la photo de Rodrigue peint sur les murs d'Avignon, enfin dans les maisons, à côté de Maria Cazaret, Gérard Philippe, tout ça, je dis, là je reviens en Pélage, en vieux Pélage comme ça, mais avec toute l'émotion. Pendant les répétitions de Souliers de satin, j'ai découvert, et je ne le savais pas en fait, à quel point c'était resté intact en moi. J'ai eu beaucoup de mal à entendre d'autres voix que celles que j'avais entendues. Ça a été une approche très... Heureusement, j'aimais d'avance en quelque sorte comment on dit en anglais, revival, je sais pas, cette revisite d'Éric du Soulier de satin, 37 ans après, pour un autre public, une autre génération, un autre temps. Je trouvais c'était une affirmation de Éric Ruff, de l'amour de son langage, de l'amour de la troupe, de l'amour des ateliers aussi, parce que les costumes de Christian Lacroix, les chapeaux, les perruques, les accessoires, tout a été fabriqué dans les ateliers. Je pense qu'il a son spectacle, c'est aussi un hommage à tout ça, à tout ça. Et je trouvais ça très émouvant et j'avais pas envie de me vautrer dans mes souvenirs. J'avais envie de prendre la main de tous ceux qui étaient là et de marcher avec. Mais c'est vrai que de jouer Pélage avec Marie-Alain Hans, dont la mère était ma prouesse, Ouais, oui.
en même temps, c'était très délicat parce que je savais qu'il fallait que... Elle avait des valises lourdes à porter aussi, elle de son côté, donc il ne fallait pas que j'augmente la charge. Donc j'ai essayé au maximum de la recevoir, elle, Marina Ruiz. C'est trop beau. Eh bien, rendez-vous le 24 avril pour Le Menteur et le 19 juillet pour Le Soulier à Avignon. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Judy. Merci. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.